Jean-Claude Amezen, Valérie Sebag a rappelé l'inscription dans la loi des termes dignité de la personne, respect du corps humain. Et je vous ai demandé de nous aider à comprendre ce qu'est le travail actuel et les implications éthiques du travail sur les cellules souches. Les cellules souches qui donc sont atteignables maintenant parce que justement, comme on l'a vu en image et comme on sait prendre des petites cellules, les mettre sous un microscope, prendre des pipettes, faire développer tout cela dans un milieu de culture, toutes choses qui n'existaient tout simplement pas il y a 30 ans. Et du coup, avec ces cellules souches, du moins ce que j'en comprends, se développe cette idée qu'on pourrait, mais vous allez me dire si c'est bien ça, que l'on pourrait obtenir des tissus, voire obtenir des organes que l'on mettrait à notre service quand on aurait une déficience. On pourrait peut-être même se créer un clone, mais un clone thérapeutique, un clone qui nous aide. Est-ce bien éthique ? N'est-ce pas cette réification, cette chosification de quoi ? D'une petite personne humaine, d'une personne humaine potentielle ? Qu'est-ce qui se passe dans les labos ? Redites-le nous, qu'on ait un peu les idées claires, et qu'est-ce que ça implique ? Bien, il y a plusieurs questions. Il y a la question éthique, il y a la question scientifique. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on le fait ? Un petit point par rapport peut-être à ce que je disais hier, parce que ça m'a frappé. C'est vrai qu'en 1978, le premier bébé dit éprouvette né en Angleterre, Louise Brown. En 1982, c'est Amandine. Et quelques mois plus tard, le Comité consultatif national d'éthique est créé en France, en 1983, pour répondre justement aux interrogations que la fécondation in vitro et la naissance d'Amandine a causé. Et ça n'est que 12 ans plus tard que la première loi de bioéthique va inscrire ces questions et les réponses qui sont apportées dans le droit. Donc on voit encore l'urgence qui a été ressentie, c'est l'urgence d'un questionnement, d'une réflexion, et cette réflexion a abouti une dizaine d'années plus tard. Donc il y a un temps long pour inscrire dans la réalité cette réflexion, et c'est bon que ce temps soit long, a abouti à la première loi de bioéthique. Donc je crois que c'est important, et c'est important de voir que c'est la fécondation in vitro et la naissance d'un enfant à partir d'une fécondation in vitro, qui à l'époque, on considère aujourd'hui qu'il y a 4 millions d'enfants dans le monde qui sont nés après fécondation in vitro. Donc c'est devenu une technique banale, mais on voit rétrospectivement l'effet de sidération que ça a créé, puisque ça a été la raison d'être de la création du premier comité consultatif d'éthique au monde. Donc deux choses. Les cellules souches. Qu'est-ce que c'est une cellule souche ? Une cellule souche, c'est une cellule qui a une grande capacité de fécondité, qui peut donner naissance à beaucoup de cellules. Et c'est une cellule qui a une grande capacité de plasticité, c'est-à-dire qui peut se transformer dans, pour dire les choses simplement, les plus de 200 familles différentes de cellules qui composent notre corps et qui sont très différentes. Vous savez qu'une cellule nerveuse, avec ses ramifications, une cellule de notre rétine, une cellule du foie ou une cellule de la peau, sont extrêmement différentes. Elles sont toutes nées à partir des premières cellules embryonnaires nées d'un ovule fécondé par un spermatozoïde. Donc c'est à la fois la fécondité, le fait de pouvoir donner naissance à énormément de générations de cellules, et cette plasticité qui définit ce qu'on appelle une cellule souche. Et il y a différents degrés de fécondité et de plasticité. Le plus grand, naturellement, spontanément, c'est les premières cellules embryonnaires qu'on appelle totipotentes. Et au fur et à mesure que le corps se construit, ces capacités de fécondité et de plasticité perdent un peu de leur puissance, et donc on a des cellules qu'on appelle multipotentes, c'est-à-dire capables de grande fécondité, de se transformer dans une dizaine, une quinzaine de cellules différentes, ou des cellules unipotentes, c'est-à-dire capables de donner naissance à d'autres cellules, mais pas ou très peu de se transformer. Donc ça, c'est la vision classique qui récapitule ce qui se passe
au cours du développement embryonnaire. Juste pour montrer qu'il n'y a rien d'extraordinaire dedans, l'évolution du vivant depuis 4 milliards d'années ou 3,5 milliards d'années est due au fait que toutes les cellules qui nous ont précédés depuis 4 milliards d'années étaient des cellules souches, c'est-à-dire des cellules capables d'une grande fécondité, puisque le vivant s'est propagé à travers le temps de cellule en cellule et continue à se propager, parce que nous naissons tous d'une cellule qui naît de 2 cellules fécondées, et l'ensemble du monde vivant, les plantes, les bactéries, les êtres humains, les animaux, naissent initialement tous d'une cellule. Donc le vivant a cette capacité d'avoir donné naissance à ce qu'on appelle des cellules souches, et la particularité des animaux et des plantes, donc des corps qui sont constitués d'un grand nombre de cellules, notre corps est constitué de dizaines de milliers, de milliards de cellules, c'est qu'au fur et à mesure du développement de ces corps, cette capacité de fécondité et de plasticité semble se restreindre. Ils sont présents au tout début. Alors, les cellules souches, c'est-à-dire les cellules capables d'une grande fécondité et d'une grande plasticité, ce n'est pas une caractéristique des premières cellules embryonnaires. Et donc, pour remonter un peu dans le temps, lors d'interruptions de grossesse spontanées ou provoquées, eh bien, avant que la fécondation in vitro existe, on prélevait ou on pouvait prélever des cellules à partir de ces fœtus morts et constater qu'elles avaient une capacité de cellules souches non pas aussi grande que celle de l'embryon à ses tout premiers stades, mais considérable. Et il y a même eu des tentatives de thérapie, y compris de thérapie dans des maladies neurodégénératives. Et lorsque vous évoquiez Marc Péchanski, les premiers travaux de Marc Péchanski consistaient à essayer de guérir, de traiter une maladie neurodégénérative aujourd'hui incurable, la maladie de Huntington, en utilisant des cellules souches venant du système nerveux de fœtus après interruption de grossesse. Donc, le fait de prendre des cellules et d'avoir constaté que des cellules d'un être vivant ou d'un être humain dans ses premiers stades de développement ont plus de caractère de cellules souches que des cellules adultes, c'est quelque chose de très général. Il est évident qu'à partir du moment où il y a eu fécondation in vitro et donc développement des premiers stades de l'embryon jusqu'au stade à peu près 100 cellules, où lorsqu'on prend une cellule de cet embryon, elle peut donner naissance à condition de mettre dans le milieu des substances qui lui permettent de se transformer dans n'importe laquelle des 200 familles du corps, c'est vrai que la puissance devient plus grande. Mais ce que je veux dire, c'est quelque chose d'ancien. Là encore, on a fait de la fécondation in vitro, et donc on a créé des embryons in vitro longtemps avant. Je dirais que la découverte des cellules souches embryonnaires chez l'être humain et leur capacité de se transformer dans des cellules, ça date de la fin des années 90. La première fécondation in vitro date de 1978. Donc il s'est écoulé à peu près une vingtaine d'années entre le moment où on a créé des embryons in vitro dans le seul but de traiter la stérilité, et en particulier la stérilité des femmes, et le fait qu'on se soit aperçu que ces cellules avaient un intérêt scientifique. Et donc, pour aborder la question éthique, pendant une vingtaine d'années, on a détruit des embryons qui avaient été créés in vitro parce que on gardait ces embryons, ce qu'on appelle des embryons surnuméraires, et les parents avaient déjà eu des enfants, et donc ces embryons, ils ne désiraient plus les utiliser pour avoir un enfant, ou pour d'autres raisons, le diagnostic préimplantatoire, la raison même de la fécondation in vitro dans ce cas-là n'est pas la stérilité, c'est une maladie génétique très grave, incurable, dans laquelle on considère que si les parents le demandent, ils peuvent demander une fécondation in vitro, on vérifie que l'embryon n'est pas porteur de cette séquence génétique, et à ce moment, on implante l'embryon. Ce qui veut dire que les embryons qui sont porteurs de la séquence génétique sont détruits, puisque par définition, ils ne vont pas être implantés. Donc on a détruit des embryons dans le cadre de la fécondation in vitro pendant une vingtaine d'années. Et à partir du moment où on s'est aperçu que ces cellules avaient un intérêt scientifique, la question a été, est-ce que lorsqu'on détruit ces embryons, on peut prélever une cellule pour l'étudier in vitro, ou est-ce que c'est interdit? Et on est arrivé, d'un point de vue
législatif à quelque chose que beaucoup, dont moi, considèrent qu'elle est paradoxale. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une interruption de grossesse, spontanée, volontaire ou pour raison médicale, et qu'il y a accord de la mère, d'ailleurs c'est encore plus simple, qu'il y a absence d'opposition de la part de la mère quand on lui pose la question. Vous savez que l'absence d'opposition est la forme la plus légère du choix libre et informé. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas pour dire oui ou non, on réfléchit simplement pour dire je ne m'oppose pas. Donc s'il n'y a pas d'opposition de la part de la mère, eh bien on peut prélever des cellules du fœtus mort et les utiliser à visée de recherche médicale. Par contre, lorsqu'un embryon est détruit pour des raisons qui sont liées soit au fait qu'il est porteur d'une anomalie génétique, soit au fait que les parents considèrent qu'ils ne l'utiliseront plus à visée de procréation, eh bien, il est interdit de prélever une cellule pour faire des recherches. Et donc, paradoxalement, on a appliqué au stade le plus précoce du développement embryonnaire des règles qu'on n'a pas appliquées à un stade plus tardif. Comme si le tout début était quelque chose qui paraissait plus inquiétant que ce qui se passait après. Et donc, comme je l'évoquais hier, le Comité consultatif national d'éthique, depuis son premier avis dans ce domaine, qui date de 84, c'est son avis numéro 1, jusqu'à un avis publié l'année dernière, dans 7 ou 8 avis de mémoire, a toujours dit qu'à partir du moment où un embryon était détruit pour des raisons qui étaient des raisons médicales, qui n'avaient rien à voir avec la recherche, il considérait que, à condition évidemment que les parents soient d'accord, il n'y avait aucune raison d'interdire qu'une cellule soit utilisée pour faire des recherches. Alors à ça s'est ajouté un problème totalement différent, qui est la création d'un embryon par fécondation in vitro à seule visée de le détruire, de prélever ses cellules et de faire des recherches. C'est ce qui est autorisé en Angleterre, pour des raisons qu'on peut discuter. Le comité consultatif a toujours considéré que là, il y avait un problème éthique majeur, dans la mesure où créer un embryon à seule visée de le détruire et de prélever ses cellules, c'était réifier totalement l'embryon, c'était le déshumaniser. Donc il y a une très grande différence dans notre esprit entre prélever des cellules à partir du moment où, pour des raisons qui n'ont rien à voir, les parents et la société ont décidé de détruire l'embryon, et vouloir créer un embryon à seule visée de recherche, ce qui est la forme extrême d'instrumentalisation d'un embryon, de ce que le comité, dans son premier avis, a appelé une personne potentielle, en devenir et potentielle. Donc, un mot sur les cellules souches. Utiliser ce que la nature fait spontanément, c'est prélever une cellule embryonnaire et être capable, dans un tube à essai, de mimer ce qui se passe naturellement, c'est-à-dire la transformation dans l'une des 200 familles du corps. Il y a eu, à la fin des années 90, l'autre sidération et la surprise que vous évoquiez, le clonage. Le clonage, c'est quoi? C'est que quand vous avez une cellule de la peau, elle donne naissance à des cellules de la peau. Quand vous avez une cellule du foie, elle donne naissance à des cellules du foie. Mais si vous prenez le noyau, là où est l'ADN et les gènes, de cette cellule de la peau, et que vous le mettez dans un ovule, eh bien, il y a quelque chose dans l'ovule qui est capable, à partir de ce noyau, de permettre le développement d'un embryon. Et donc, ça a été l'un des éléments qui constitue une des preuves de ce qu'on a appelé depuis une vingtaine d'années l'épigénétique, c'est-à-dire l'importance des influences de l'environnement sur la manière dont les cellules et les corps utilisent les gènes, qui est parfois plus important que ce qu'il y a à l'intérieur des gènes. Pourquoi? Parce que ça veut dire, encore une fois, que quand des gènes d'une personne sont dans une cellule de la peau, elles donnent des cellules de la peau. Quand les mêmes gènes sont dans un ovule, elles donnent naissance à un embryon. Et donc c'est ce qu'il y a autour des gènes dans sa dimension la plus élémentaire, qui est les composants de la cellule qui l'entourent, qui va déterminer le devenir. Et lorsqu'on prend une cellule d'un embryon et qu'on la transforme en cellule de cœur ou en cellule nerveuse, c'est en mettant dans l'environnement
un certain nombre de produits qui miment ce qui se passe dans le corps et qui font qu'à partir des mêmes gènes, cette cellule deviendra une cellule nerveuse ou une cellule du foie ou une cellule du cœur. Donc, soit on le fait en mimant la nature, c'est les cellules embryonnaires qui se développent dans un tube à essai, soit en forçant, c'est mettre un noyau d'une cellule dans une cellule un peu particulière, dont on ne sait pas d'ailleurs jusqu'aujourd'hui ce qu'elle a de particulier, qui est l'ovule, et qui permet le développement d'un embryon et de toutes ces cellules, soit, et c'est une des grandes révolutions depuis 5 ans, dont les premières découvertes ont été faites par un japonais, Yamanaka, qui s'est dit, mais au fond, puisque ce qui compte, c'est l'environnement dans lequel on met des gènes, et que c'est ça qui va faire qu'une cellule devient embryonnaire, devient cardiaque, devient une cellule nerveuse, ça veut dire au fond que certains gènes sont utilisés ou ne sont pas utilisés par la cellule en fonction de ce qu'il y a dans cette cellule. Et donc il a pris des cellules de la peau, au début chez la souris et puis un an plus tard à partir de personnes. Il a pris une cellule de la peau et il s'est dit, mais si on force cette cellule à utiliser certains de ces gènes qu'elle ne peut plus utiliser, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'une cellule embryonnaire et une cellule de la peau ont les mêmes gènes. Donc le fait qu'une cellule de la peau est une cellule de la peau, qu'une cellule du cœur est une cellule du cœur, ou qu'une cellule embryonnaire est une cellule embryonnaire, ce n'est pas parce qu'elle a des gènes différents. La seule différence entre ces cellules, c'est qu'une cellule du cœur n'utilise pas les mêmes gènes qu'une cellule de la peau ou qu'une cellule nerveuse. Et donc c'est un phénomène de soustraction différentielle. Le fait qu'au fur et à mesure que le corps se développe, certains gènes ne sont plus utilisables dans certaines cellules, qui donne cette extraordinaire diversité qui fait que notre corps n'est pas composé de 10 000 milliards de cellules identiques, ce qui ne serait pas du tout un corps humain, mais de cellules différentes et complémentaires. Et donc, une cellule de peau n'utilise pas une très grande partie de ces gènes. Elle s'est interdit au cours de son histoire de les utiliser. Ce sont des phénomènes de verrouillage. Et donc, Yamanaka s'est dit, si on déverrouillait quelques-uns de ces gènes, si on les introduisait, ce qui est l'équivalent d'un déverrouillage, qu'est-ce qui se passerait? Il a montré qu'en permettant à une cellule de la peau d'utiliser seulement 4 de ces 20 000 gènes qu'elle ne peut plus utiliser depuis qu'elle est une cellule de la peau, eh bien elle se transforme en cellule embryonnaire, aussi féconde et aussi plastique qu'une cellule embryonnaire, pouvant donner naissance à toutes les 200 familles de cellules du corps. Donc vous voyez qu'en parallèle, il y a eu une démarche qui a consisté à imiter la nature, mais à faire ce qui se fait dans un corps, dans un tube à essai à partir de cellules embryonnaires, et une autre qui a consisté à essayer de faire un chemin inverse à celui qui se produit spontanément, prendre une cellule de la peau et en faire une cellule embryonnaire. Des travaux d'il y a 2 ans montraient que si on prend, et ça a des implications tout à fait extraordinaires, si on prend des cellules de la peau d'une personne, ça avait été 2 personnes âgées de plus de 80 ans, et qu'on leur permet d'exprimer ces 4 gènes qu'elles ne peuvent plus utiliser, eh bien, elles se transforment en cellules embryonnaires, apparemment aussi jeunes, aussi fécondes et aussi plastiques qu'une cellule embryonnaire qui vient de naître. Ce qui suggère, ce qui provoque par d'autres recherches, un changement de vision en ce qui concerne le vieillissement. Ce qu'on appelle une cellule âgée de la peau d'une personne de 80 ans n'est pas une cellule vieille de 80 ans, c'est une cellule que l'environnement du corps et son histoire a conduit à certaines caractéristiques. Si on la sort de cet environnement et qu'on lui permet d'utiliser 4 de ces gènes, elle révèle un potentiel de jeunesse, de fécondité, de plasticité qu'elle a perdu à l'intérieur du corps. Et une équipe française, il y a quelques semaines, a refait la même expérience avec des personnes encore plus âgées. Et donc on voit que ces recherches changent la manière dont nous nous représentons le vivant et même le corps humain, et ont des implications qui dépassent sans doute de très loin toutes les applications thérapeutiques à court terme qu'on envisage, dont on peut espérer qu'elles auront un jour une réalité, remplacer des cellules défaillantes, reconstruire des tissus. Mais souvent, la science nous montre que les vraies révolutions, les grandes applications, les grandes innovations sont inattendues et viennent du défrichage de territoires radicalement nouveaux. Et que ce qu'on pensait à un moment donné, il y a 20 ans, il y a 40 ans,
être l'application thérapeutique évidente s'est révélée soit être une application moins intéressante que d'autres, soit une application très difficile à réaliser. Un exemple, quand l'ADN a été découvert, quand la structure de l'ADN, la nature moléculaire des gènes a été découverte au milieu des années 1950, tout le monde a dit, eh bien maintenant, on va pouvoir remplacer des gènes et faire de la thérapie génique. Faire de la thérapie génique, ça a été extrêmement compliqué. Les premières thérapies géniques qui ont marché avec des effets secondaires non négligeables en France, Alain Fischer, ont été réalisées 50 ans après la découverte de l'ADN. Mais dans ces 50 ans, toute une série de révolutions, y compris la fabrication de l'insuline dans des tubes à essai, ont été réalisées qui n'étaient pas celles qui avaient été imaginées au départ. Donc je crois que cette révolution en matière de cellules souches, qui pose des questions éthiques, si j'ai une seconde, je dirais que cette révolution sur les cellules souches venant du corps, de la peau, pose autant de questions éthiques que celles qui portent sur les cellules embryonnaires. C'est une révolution, c'est-à-dire que ça change un peu la manière dont on considère la plasticité, la fécondité, les capacités de régénération des cellules du corps au cours de la vie. Et c'est ça sans doute qui, un jour, donnera des applications thérapeutiques peut-être radicalement inattendues, plus que les espoirs qu'on a, je dirais même, excessivement fait miroiter, et dont il n'est pas sûr du tout, parce que c'est toujours très compliqué de passer d'une idée à la réalité, que ça donnera rapidement ou facilement des applications thérapeutiques. Jean-Claude, je pense que nous reviendrons sur ces questions lors de la discussion. Je ne doute pas que malgré la profondeur des explications, il y ait encore des demandes d'explications de base sur toutes leurs possibilités. On y reviendra.